Ce soir, donc, on va parler de la pédagogie de la parole. J'ai fait le choix de vous présenter, vous proposer ce soir une présentation de la pédagogie de la parole. J'aurais pu choisir une des méthodes que j'ai développées, mais je préfère vous présenter la pédagogie qui sous-tend tous mes outils, qui sous-tend toutes mes formations. Alors, rapidement, un petit tour de présentation avec quelques mots sur mon parcours pour que vous puissiez savoir d'où je viens. Je me décale pour être bien dans le cadre. Voilà. Euh, alors, c'est parti. Je ne suis pas né en 2004. Non, je ne suis pas si jeune que ça. J'aimerais bien, mais non, je me suis marié en 2004. J'avais 20 ans. J'ai alors commencé juste après les remplacements, en fait, comme professeur de français dans le secondaire, dans l'enseignement privé catholique en France, donc, et du côté de Nantes d'ailleurs. Voilà, j'ai commencé à enseigner, j'ai passé ensuite mon concours, j'ai été certifié comme professeur de lettres modernes. Voilà, j'ai eu mon premier poste en 2008-2009, 2009 je crois. Et parallèlement à toute cette période, eh bien, on a construit notre famille avec mon épouse. En 2013 précisément, on avait quatre enfants. La quatrième qui est au milieu là ici, eh bien, on a eu la nouvelle de son arrivée future en 2013 et en 2014 à l'année, donc en 2014, nous étions parents à 30 ans de 5 enfants. Voilà. 2013, c'est une année importante parce qu'on a quitté la région nantaise pour aller en Alsace et j'ai découvert à cette occasion un ouvrage et une autrice qui va avoir changé, enfin, qui va changer complètement ma vie professionnelle, qui va changer beaucoup de choses. C'est Elisabeth Nuits, de nom d'auteur, hein, c'est Elisabeth Vaillé, son nom réel, on va dire, Elisabeth Nuits Vaillé. Et donc, elle a écrit ce livre notamment, elle en a écrit un autre que je présenterai juste après qui s'appelle L'école des illusionnistes, pardon, et qui a vraiment bouleversé ma vision de l'enseignement et de la pédagogie. J'enseignais toujours à ce moment-là, j'ai commencé à parler de tous ces outils-là autour de moi, à donner des petites formations dans un réseau d'écoles avec l'aval de Madame Nutz d'ailleurs. Voilà, 2014, 2015, je me suis formé avec Madame Nutz chez elle à Montpellier. Et puis en 2016, tout s'est arrêté brutalement. Je me suis retrouvé veuf du jour au lendemain, puisque mon épouse et mère de mes cinq enfants est décédée d'une méningite foudroyante. Je me suis donc retrouvé avec mes cinq bouts de chou et je me suis mis en arrêt de travail. Voilà, j'ai avancé avec mes cinq enfants et chemin faisant et en retrouvant de l'énergie, j'ai créé Pédagogie en 2018. Et 2018, c'est une année particulière parce que non seulement j'ai créé Pédagogie, mais en plus, j'ai eu le privilège de rencontrer aussi Priska avec ses deux enfants voilà, on s'est mis ensemble et on avait donc sept enfants au quotidien. Sept enfants qui avaient entre 3 ans et demi et 13 ans et demi. Voilà un petit peu pour ce parallèle entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et petit à petit, j'ai développé Pédagogie entre 2018 et j'ai mis 2025, mais en fait, on est déjà en 2026, avec plusieurs axes. Premier axe, ça va être les apprentissages fondamentaux pour pouvoir permettre des apprentissages qui soient solides et durables. Donc là, ici, c'est à la fois pour les enseignants, évidemment en premier lieu, mais aussi pour accompagner les parents et aussi les professionnels de l'apprentissage en général. Voilà, avec plusieurs méthodes que j'ai développées. Ensuite, j'ai aussi développé des formations sur la motivation et l'attention. Et notamment, je me suis beaucoup intéressé aux stratégies d'apprentissage. J'ai eu la chance de participer à ce projet sur les stratégies d'apprentissage, un projet européen auquel j'ai participé en tant que partenaire direct avec trois pays, la Belgique, le Luxembourg et la France. Et donc, on a créé 30 fiches sur les stratégies d'apprentissage, on a créé un guide pédagogique, des vidéos. Je suis sûr qu'il y en a ici quelques personnes qui connaissent ce livret, c'est une évidence. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même de plus en plus plébiscité voilà, pour la qualité du contenu. Je suis très, très honoré d'y avoir participé. Voilà. D'ailleurs, ce soir, eh ben, je vous proposerai de gagner un cahier à la fin du webinaire. Je vous propose un petit jeu à la fin. J'aime bien cette idée-là de partager aussi cette ressource-là.
Donc restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous aurez peut-être l'occasion de gagner ce cahier-là. Je poursuis. Autre thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est le climat relationnel, au niveau du groupe classe, on va dire, dans l'école notamment, avec toute la partie des compétences psychosociales, la posture éducative. Voilà. Et puis en même temps, ces outils-là aident aussi pour la séance individuelle. Voilà, donc je termine avec simplement ce qui est quand même le plus gros de mon activité aujourd'hui, c'est la remédiation des difficultés et troubles neurodéveloppementaux, notamment dans le domaine de la formation, parce que je forme les professionnels, tout type de professionnels, que ce soit les professionnels de santé ou ceux qui ne sont pas professionnels de santé, mais qui interviennent auprès comment dire, de tout public, hein, pour pouvoir accompagner les apprentissages. Et donc notamment avec ces méthodes-là, multimove, rééducation, lecture 5P, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai développé, ce que je développe aujourd'hui. On va dire que je forme autant les enseignants que les professionnels des apprentissages. Et puis, j'ai envie de dire, sur une plus petite proportion, j'accompagne les parents aussi sur les défis qu'il y a à la maison. Je crée des supports, des outils aussi qu'ils peuvent utiliser. Voilà. Donc place à la pédagogie de la parole. J'en dis pas plus sur mon parcours, j'en ai dit suffisamment. Et je vous propose de rapidement vous faire une petite présentation de la pédagogie de la parole d'un point de vue des origines, d'où vient la pédagogie de la parole. Alors déjà, la pédagogie de la parole, c'est l'appellation que moi j'ai donnée suite à, d'une part, mes formations avec Elisabeth Nuyts-Vaillet, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà le nom écrit de manière complète, Elisabeth Nuyts-Vaillet, qui a écrit donc deux livres, notamment L'école des illusionnistes et ce fameux livre aussi qui est le premier que j'ai découvert, Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles de la mémoire, prévention et remède. Je suis désolé, c'est un peu flou au niveau du titre. Voilà, en fait, la synthèse du titre, c'est 10 points de suspension, prévention et remède, qui se trouve encore accessible aujourd'hui dans des librairies, etc. Je me suis aussi intéressé aux travaux de Ghislaine Wettstein-Badour, qui est une pédiatre, j'en dirai pas plus, ce serait trop long, mais voilà, qui s'est intéressée essentiellement aux troubles 10, parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas encore de troubles neurodéveloppementaux. Elle est décédée en 2010. Colette Ouzilou, qui est orthophoniste de métier, voilà, qui est maintenant à la retraite, qui a écrit aussi plusieurs livres, créé une grammaire, pardon, une méthode de lecture. Voilà, puis évidemment, je m'inspire aussi, la pédagogie de la parole s'inspire des travaux qui ont été faits dans les neurosciences. Voilà, simplement. Je vous propose de faire une petite activité pour démarrer, parce que j'aime bien le concret et j'aime bien faire expérimenter plutôt que de faire que parler, même si j'ai quand même parlé pas mal. Et je vous propose de faire une petite activité. Je vais afficher quelque chose à l'écran, vous allez voir, et il y a une question tout en haut, et puis ensuite il y a un dessin en dessous. Enfin, un dessin, une photo plutôt avec un dessin, c'est un montage, vous allez voir. Et l'objectif, c'est que vous ayez de quoi écrire là. Vous avez juste besoin d'écrire un chiffre. Voilà. Vous allez alors avoir le choix entre plusieurs réponses. Chaque réponse est associée à un chiffre et je vais vous inviter simplement à écrire le chiffre qui pour vous correspond à la réponse. Voilà. Je vous invite dans un premier temps, alors ça tombe bien, on est en visio, c'est plus facile, mais à ne pas faire de commentaires dans le chat pour laisser chacun, j'ai envie de dire, voilà, faire son chemin à lui, son processus personnel, et puis ensuite on reviendra sur tout ça. Voilà, donc est-ce que c'est OK, vous êtes prête? Je dis prête parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des dames, hein. Si je me trompe, dites-le moi, comme ça je dirai prêt. Et puis en même, il faudrait peut-être dire prête quand même. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dans la discussion de l'inclusive. Voilà, c'est parti. Alors, je vous mets le fameux contenu. Je lis la question. Quelle tasse va se remplir en premier? Voilà, vous avez certainement écrit une réponse. Je vous invite à écrire une réponse. Voilà, qu'est-ce que vous avez écrit comme réponse? Je vous invite à utiliser la conversation, le chat, et à écrire votre réponse dans le chat. Voilà, comme ça on aura.
un petit aperçu. Ne vous laissez pas influencer par ce que les autres ont écrit, ça sert à rien. Écrivez ce que vous avez mis comme réponse. Je vois qu'il y a 4, 4, 9, 7, 5, 9, 4. Très bien. Il y a quoi d'autre qui arrive? 5, le 9, le 4. Quoi d'autre encore? Bah, ça fait déjà pas mal de réponses parce que on est quasiment à tout le monde. Super. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a la réponse 4 semble être la plus présente. Il semblerait quand même. Alors, je vais maintenant proposer je vais vous remontrer l'image, d'accord? Et je vais vous demander de faire quelque chose, chacun derrière sa caméra. Alors je sais, ce que je vais vous demander, nous ne sommes pas très habitués, ça peut même paraître un peu bizarre, mais vous allez vite vous habituer avec moi, il n'y a pas de souci. Eh bien, je vais vous inviter à dire ce que vous voyez, à décrire ce que vous voyez. Dites avec des mots simples. Imaginez que vous êtes tout seul certainement. Mettez-vous dans votre bulle. Qu'est-ce que je vois? Décrivez ce que vous voyez. Et vous avez compris que c'est une sorte de tasse de café. Décrivez le chemin précisément, étape par étape, de ce qui se remplit en premier. Voilà, où va le café en premier, puis ensuite il va où et ainsi de suite. D'accord? C'est parti. Je mets l'image. Donc allez-y, décrivez-le. Décrivez ce que vous voyez. Quand le café coule quelque part, accompagnez-le jusqu'au bout par votre description. Il coule à droite, il bat dans le tuyau et ensuite il remplit telle tasse. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, juste là, je sais que vous n'avez pas eu le temps de finir, mais déjà comme ça, j'aimerais que vous me disiez dans la conversation, est-ce que vous avez envie de changer votre réponse, la première réponse que vous avez donnée après avoir fait ce que vous venez de faire? Répondez simplement par oui ou par non, simplement. Est-ce que vous avez envie de changer votre première réponse ou pas? Ok, merci. Je vous laisse écrire oui ou non. Alors, je ne demande pas d'écrire de commentaires, simplement oui ou non. Donc, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a quand même pas mal qui disent oui. Il y a une majorité qui dit oui, semble-t-il. Alors, je vais faire la description avec vous. Et vous allez me dire, je vais faire volontairement la description de ce que je vois. Je vois une carafe de café qui se vide dans un premier carré, en tout cas un contenant. Et si ça se remplit, a priori, c'est à gauche en premier, le premier conduit à gauche, parce que clairement, c'est le plus bas. Donc il va passer dans ce conduit-là, il va arriver dans le deuxième carré qui se trouve à gauche. Et dans ce carré-là, eh bien, je vois que le carré est fermé à gauche, donc il ne peut pas aller dans la 4. Visiblement, il ne peut pas aller dans la 4. Par contre, si le café monte, il va arriver dans le 9. Mais au bout du 9, il y a une fermeture du tuyau. Donc, il ne peut pas aller dans le 9. Donc, ça ne va pas aller ni dans le 4 ni dans le 9. Et là, peut-être que vous avez envie de changer votre réponse. Toujours est-il que dans les réponses qui ont été données en premier, il n'y a que deux personnes qui ont répondu la réponse 5 qui était la bonne réponse. D'accord? La bonne réponse était la réponse 5 parce que c'est le seul endroit, c'est seule tasse où le café peut y aller parce qu'il n'y a pas dans le chemin du 5, il n'y a pas de fermeture des conduits à aucun moment. D'accord? Voilà. Donc, petite expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une première présentation du visuel. Une première présentation du visuel et vous avez eu une réponse qui s'est imposée assez rapidement à vous. C'est ce qu'on appelle un peu, je dirais, on a ici une illustration d'un processus rapide, réflexe, qui se met en place chez beaucoup d'individus dans beaucoup de situations, et notamment ici qui est passé par le canal visuel, et certainement uniquement par le canal visuel. C'est-à-dire que vous avez beaucoup mobilisé le visuel, vous avez regardé, et vous êtes arrivé à une réponse. Voilà. Eh bien, sur la base de cette illustration, hein, je vous mets la réponse ici. Sur la base de cette illustration-là et cette petite expérience, je vous propose d'aller découvrir un peu plus ce que c'est que la pédagogie de la parole et en quoi la pédagogie de la parole, eh bien, donne les clés pour éviter de se laisser piéger par un fonctionnement, on va voir, qui est inné, qui est un fonctionnement intuitif, qui est un fonctionnement réflexe, qui ne passe pas par le circuit de l'analyse, de l'observation, de la réflexion, et qui du coup eh bien, amène à des résultats qui, bien souvent, sont erronés, même si on pense qu'on a, comment dire, fait ce qu'il fallait pour arriver au résultat. Voilà. Donc, je vous propose, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien vu le problème de là? Parce que je vois que je veux être sûr que quelqu'un ne reparte pas de là en disant, attends, c'était pourquoi c'est la 5, j'ai pas compris. N'hésitez pas à me dire
A priori, c'est OK, mais s'il y a une personne qui n'a pas compris, vous me le dites dans la conversation, je remonte l'image. Ce serait trop dommage de ne pas avoir compris pourquoi la 5 était la seule possibilité. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je continue donc. Allez, hop là. En pédagogie de la parole, on va parler de circuits d'apprentissage, de circuits neuronaux en réalité. On va vraiment être sur cette approche-là. C'est une approche qui est neurocognitive et on part évidemment de cette connaissance. Je ne vais pas aller en long, en large, en travers sur cette connaissance parce que je pense que ici, tout le monde a cette information que notre cerveau est constitué de deux hémisphères, que nos hémisphères ont des aires cérébrales qui ont des fonctions spécifiques, même si on sait aujourd'hui que c'est plus complexe dans le sens où il n'y a pas, par exemple, la fonction du langage n'est pas que dans l'hémisphère gauche, par exemple, même si les aires du langage sont, on va dire, en majorité dans l'hémisphère gauche. Voilà, mais il y a quand même des fonctions associées aux aires cérébrales et que du coup, on identifie dans l'hémisphère gauche une fonction plus linéaire, plus analytique, etc. Enfin, des aires cérébrales qui ont plus ces fonctions-là, et dans l'hémisphère droit, quelque chose de plus global, de plus visuel, de plus artistique, sensible, etc. Voilà. Même si ça reste géré par l'intégralité du cerveau, mais toujours est-il qu'il y a quand même cette spécialisation des hémisphères qui reste une réalité du fait simplement de la présence d'aires cérébrales spécifiques à gauche ou à droite. Voilà. Toujours est-il qu'en pédagogie de la parole, déjà, on va, pour éviter de marcher sur les œufs comme je le fais, eh bien, on va parler d'hémisphère conscient pour l'hémisphère gauche et on va parler d'hémisphère intuitif ou réflexe pour l'hémisphère droit. Je vais utiliser ces termes-là, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard pour que vous compreniez pourquoi. Simplement, voilà, pour dire qu'il y a cette base-là, cette réalité-là en tout cas. Ensuite, je vais vous parler d'un autre élément, on va dire à peu près, on va dire théorique, mais en vous donnant des exemples concrets. C'est que nous savons aujourd'hui, grâce à la neurologie, qu'il y a deux façons de traiter une information. Il y a deux modes opératoires de traitement de l'information. Une information sensorielle, bien évidemment. C'est-à-dire que tout ce que nous captons, nous le captons par nos sens, par nos perceptions sensorielles. Donc, ce qui va nous intéresser ici, comme vous pouvez le voir, c'est comment est-ce qu'on va passer de la perception sensorielle à l'action. Cette action, ici, j'ai mis une main, mais elle n'est pas forcément j'ai envie de dire, elle est pas que physique. Ça peut être une action mentale, d'accord? On est dans l'action au sens large du terme. Donc, comment est-ce qu'on passe de la perception à l'action? Il y a deux modes opératoires, deux types de circuits. Il y a un premier type de circuit que les neurologues appellent les circuits réflexes à commande externe. Ces circuits réflexes à commande externe, ils s'ancrent dans la spatialisation, dans l'espace, c'est le paradigme spatial, très bien, et ils nous permettent de passer de la perception à l'action. Il y a un deuxième mode opératoire, qui est un mode opératoire qui passe par les circuits qu'on appelle les circuits conscients à commande interne. Ces circuits conscients à commande interne, ils s'ancrent dans la temporalité, donc dans la chronologie également, c'est le paradigme temporel qui est ici sollicité, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être 4 fois plus lents que les circuits réflexes à commande externe. Ce qui veut dire donc, en fait, je peux le dire dans l'autre sens, les circuits réflexes à commande externe sont 4 fois plus rapides que les circuits conscients à commande interne. D'accord? D'où le terme d'ailleurs utilisé par les neurologues de circuit réflexe. Jusque-là, je pense que vous me suivez. N'hésitez pas à m'interrompre si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci. Euh, les circuits conscients à commande interne, ils sont intéressants parce qu'ils vont nous permettre d'accéder à la faculté de faire des liens, d'accéder à la logique. Ils vont nous permettre d'accéder aux détails, nous permettre d'accéder au sens. D'accord? Donc il y a clairement une différence euh, entre ces deux modes opératoires parce que les circuits conscients permettent d'arriver à une action qui est sous-tendue par de la logique, de l'analyse, de l'observation, de la réflexion, du détail, etc. Ce qui n'est pas le cas pour les circuits réflexes. D'ailleurs, d'où leur terme de circuit réflexe. Maintenant, pour illustrer ça, j'aimerais vous donner une petite illustration, un petit exemple plutôt. Pour les circuits réflexes, je vais vous donner quelque chose de très simple. Pour les circuits réflexes, c'est vous êtes dans la rue, vous traversez sur le passage piéton, bien sûr, et sur le passage piéton, tout d'un coup, vous entendez un bruit de klaxon.
quel est le réflexe, quelle est la situation, enfin la réaction que vous allez adopter. Ben, c'est surtout pas à ce moment-là de sortir votre smartphone, de taper sur votre téléphone Google, de dire, tiens, je veux un tutoriel sur que faire quand il y a un coup de klaxon et que je suis sur un passage pétant. C'est pas le moment d'analyser, de réfléchir, etc. Et heureusement, nous avons des circuits réflexes qui nous permettent d'accélérer généralement et d'aller sur l'autre en face ou de revenir en arrière si on est plus proche selon l'endroit où on est. Ouais, éventuellement se jeter au sol ou je ne sais quoi. Ça, c'est l'illustration pour les circuits réflexes. D'accord, maintenant, si votre téléphone sonne, et que imaginons que nous soyons vraiment ensemble, dans la même pièce. Je suis en train de vous expliquer ces histoires de circuit réflexe, circuit conscient. Votre téléphone sonne et il sonne, on l'entend quoi. Pas forcément fort, mais on entend qu'il y a un téléphone qui sonne. Il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, eh bien, vous passiez, vous mobilisiez vos circuits conscients en vous disant, attends, je suis en webinaire, conférence, du coup, si on est ensemble en vrai, je suis en conférence. Si je réponds tout fort, tout le monde va m'entendre, ça va déranger. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez certainement éteindre le son de votre téléphone et ne pas répondre, ou alors faire le choix de sortir pour ne pas déranger non plus et pouvoir quand même enfin, laisser les autres suivre. Et à ce moment-là, vous allez donc utiliser vos circuits conscients. Il y a des gens qui aujourd'hui, on l'observe, je dirais pas de plus en plus, mais ça arrive quand même, qui dans une situation comme celle-ci le téléphone sonne, ils vont décrocher. Ils vont pas se poser la question du contexte, ils vont pas se poser la question de là où ils sont, etc. Ils vont décrocher et répondre et déranger tout le monde. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo sur les réseaux qui est passée il y a quelque temps d'un il me semble que c'est un basketteur, je ne sais plus c'est quel sport, mais d'un grand basketteur américain, il me semble, qui, en pleine conférence de presse, son téléphone sonne, il décroche et il parle. C'est sa maman qui l'appelle, il lui parle. Oui, maman, oui, je suis en pleine conférence de presse, oui, je te rappelle, ok, salut. Voilà. Donc on a aujourd'hui de plus en plus d'illustrations où certains vont passer en mode réflexe parce que le téléphone sonne, je réponds. D'accord? En même temps, ces réflexes sont hyper importants parce que quand le téléphone sonne, heureusement que personne s'arrête en disant, tiens, il y a un bruit. Ah, tiens, c'est mon téléphone. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Ah ouais, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Il doit attendre que je décroche en fait. Ah oui, ah bah oui, et là je décroche. Donc là, évidemment, je me retrouve. Heureusement qu'on a des circuits réflexes. Maintenant, vous voyez bien que les circuits conscients et circuits réflexes, on n'en a pas besoin au même moment et ils n'ont pas les mêmes enjeux. Les circuits réflexes, c'est ce que j'appellerais en pédagogie de la parole le mode intuitif ou le mode opératoire intuitif, peu importe. Le mode intuitif qui est un mode qui est intéressant parce que il nous permet de pouvoir comment dire, apprendre à très court terme pour des tâches simples et de réagir de manière, comme on l'a vu, hein, on passe de la perception à l'action de manière très rapide. Et ça, c'est très, très utile dans la vie. Ce qu'il faut bien noter ici, c'est que c'est totalement inné. Nous naissons avec ces circuits-là. D'accord? Tout individu naît avec ces circuits réflexes. D'ailleurs, l'humanité ne serait pas en vie encore aujourd'hui s'il n'y avait pas ces circuits réflexes. Hein, c'est ce qui permet au bébé de pouvoir signaler qu'il y a un problème, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il faut changer la couche, etc. Donc, les circuits réflexes, le mode intuitif, il est totalement inné et nous en avons absolument besoin. Donc, il y a un deuxième mode, vous avez compris, c'est le mode conscient, du coup, qui permet, lui, des apprentissages efficaces et durables à long terme. Hein, c'est la mémoire à long terme. Enfin, c'est ce qui va permettre d'ancrer dans la mémoire à long terme. Et ceux-là sont de l'ordre de l'acquis. Ça veut dire qu'ils ne sont pas innés. Ça veut dire que c'est l'environnement qui va permettre leur construction. Si on ne développe pas comment dire, ces deux circuits, bah forcément, on a un souci. Alexandra qui dit, je fais le lien avec les deux schémas de la pensée, système 1 et système 2. Je sais, il y a plusieurs personnes, hein, plusieurs spécialistes qui parlent de deux systèmes. Je pense notamment à Olivier Houdet aussi, qui parle, Grégoire Borst, Olivier Houdet, ont travaillé aussi sur la pensée algorithmique, la pensée, comment dire, heuristique, les circuits heuristiques, circuits algorithmiques, et donc qui vont aborder ça. En effet, c'est vrai qu'il y a plusieurs spécialistes qui en parlent. Ici, là, précisément, ce que je vous donne avec ces termes-là, etc., ça vient d'Elisabeth Nuitz, dont j'ai parlé au départ. Voilà, pour bien préciser
qui est à l'origine de ce travail-là de recherche, parce que c'est elle qui a pas fait les recherches en neurologie, mais qui a fait les recherches auprès des travaux faits en neurologie et qui a donc voilà, qui a vulgarisé, on va dire, tout ça. Je continue et je vous propose de faire une petite activité, une autre petite activité. Je vais vous demander prendre de quoi écrire. Si possible, à la main, ça serait mieux qu'à l'ordinateur pour pouvoir faire l'expérience de manière la plus intéressante possible. Je vous demandais de prendre de quoi écrire. Ça n'a pas besoin d'être long, je vous rassure. Je vais vous mettre un petit texte euh, qui va s'afficher. Voilà. Et il n'est pas très long. Je vais vous laisser le temps de le copier. D'accord. Voilà, tout simplement. Et puis ben, je vais laisser voilà, le temps nécessaire. Puis ensuite, on va avoir un petit échange là-dessus. C'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a de quoi écrire? Stylo, peu importe le support, le mieux c'est manuscrit. OK, alors c'est parti, je vous affiche le texte. La consigne est vraiment simple, hein, c'est de copier ce texte sur votre feuille ou votre cahier. C'est parti. Hop là, excusez-moi, c'est un peu trop zoomé. Je vais, voilà, comme ça. Ce que vous pouvez faire quand vous avez fini, c'est que vous mettez un petit OK dans la conversation dans le chat pour dire que c'est OK. Ou un petit pouce, voilà. OK, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont terminé. Ça a l'air d'être pas mal. OK. J'enlève le texte et je vais vous demander d'écrire en dessous ce texte ce que vous pensez de cette phrase. Qu'est-ce que vous pensez? Sans la relire, sans rien du tout, qu'est-ce que vous en pensez là comme ça? Voilà, sans aller la relire, c'est vraiment avec ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous vous en souvenez? Vous pouvez marquer ce que vous en pensez et vous répondre oui ou non si est-ce que vous vous en souvenez? Ou alors, est-ce que, comment dire, est-ce que euh, vous seriez capable de la redire mot pour mot? Vous pouvez aussi écrire oui ou non pour ça. Donc juste sur votre cahier là, est-ce que vous seriez capable de la redire mot pour mot? Est-ce que vous vous en souvenez? Et en premier, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quelqu'un qui ne connaît pas mes outils, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas mes outils pourrait juste activer son micro et dire ce qu'il en pense? Si personne n'active son micro, je considérais que vous n'en pensez rien. Donc si vous en pensez quelque chose, que vous ne connaissez pas mes outils, que vous ne connaissez pas mon travail, sinon c'est un petit peu faussé, alors je vous invite à activer votre micro et dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous n'en pensez rien, je ne sais pas, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation d'en penser quelque chose, mais la réponse, elle est clairement ouverte, hein, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Bah, peut-être que j'en pense rien, j'ai le droit de répondre rien. Je veux bien, après, je connais un peu ton approche, mais Ah, spontanément, après, oui, spontanément, comme ça, moi, je serais incapable de dire mot à mot ce qui est. Voilà, je me souviens de certains mots, voilà. ouais, Et moi, le ressenti que j'ai, c'est. Je retiens juste que je suis fière de moi. Enfin, en fait, je me suis mise à la place de ceux qui parlent. ok, Je me suis dit, c'est pas inclusif. Enfin, c'est un garçon qui parle, donc moi, ça, je peux pas vraiment me mettre à la place de la personne parce que je suis une femme. ouais, Et voilà, juste que j'étais fière de faire une course et que j'ai dépassé le second. Donc je me souviens de ok, certaines. ok, Voilà, mais merci, c'est vraiment bêtement, entre guillemets, recopié. ok, merci Perrine, merci bien.
Super. Je ne sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole, là encore, c'est possible, Soisy. Alors moi, j'ai réfléchi en tant que prof. Je me suis dit, et Oui, sans jugement de ma part non plus, j'ai dit, bah, il manque une ponctuation à un moment donné. J'ai voulu d'ailleurs mettre la ponctuation qui manquait. J'ai pensé la même chose que Perrine. Bah, du coup, je pense que c'est un homme qui a écrit. Voilà. Et j'ai compris à peu près le sens rapide de la phrase, mais je serais incapable de la retranscrire mot pour mot. c'est super aussi, Perrine et Soisy, vous êtes très complémentaires, merci beaucoup. L'intérêt de cette petite activité, c'est de se rendre compte que eh bien, nous activons nos circuits intuitifs malgré nous. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous ont copié cette phrase et que plusieurs d'entre vous ne seraient pas en mesure de la redire mot pour mot. Ça, c'est à peu près normal s'il y a beaucoup de mots. Mais par contre, il y en a plusieurs d'entre vous qui, peut-être, je pense une bonne partie d'entre vous, qui sont certainement passés à côté du sens de cette phrase parce que cette phrase contient un élément qui n'est pas logique. Cette phrase n'a pas de sens. Parce que si on la regarde ensemble, il est écrit: Je suis très fier de moi. Dimanche, j'ai gagné la course à pied. Ouais, puis la nuit. Mais c'était de justesse. J'ai doublé le second juste avant la ligne d'arrivée. Et quand nous doublons le second dans une course, nous sommes second. Donc on n'a pas Second. gagné la course, puisqu'on est second. Donc cette phrase, elle contient un élément loufoque, assez simple en soi, sauf que ça demande un tout petit peu d'analyse, ça demande de l'évocation et ça demande de prendre le temps de faire cette évocation. Donc il y en a peut-être qui l'avaient remarqué, je vois qu'il y en a qui l'avaient remarqué, mais il y en a qui ne le remarquent pas, il y en a beaucoup qui ne le remarquent pas, chez les adultes y compris. Alors chez les enfants, quand on écrit et quand ils copient, bah, en fait, comme beaucoup d'adultes d'ailleurs, ils copient sans chercher à comprendre. Ils copient pour copier. Comme Perrine l'a dit, bah, moi j'ai copié un peu bêtement, quoi. On m'a demandé de copier, j'ai copié. Certains d'ailleurs me diront, ben, oui, mais tu nous as pas demandé, Guillaume, de comprendre. Et c'est là, justement. Je vois qu'Alexandre dit ça dépend de la mise en projet. On peut le dire de cette manière, mais moi, je vais poser une question de fond sur l'écriture ici. C'est dans quelle mesure écrire sans que le projet soit de comprendre ce qu'on écrit, ça a du sens pour un individu, quel que soit son âge d'ailleurs. Et pourtant, même aujourd'hui adulte, eh bien, nous avons ce réflexe de copier sans comprendre. Ça, c'est l'aspect intuitif. Ce sont des circuits intuitifs. On a un traitement visuel. On a cette réaction, ouais, ce réflexe de copier sans chercher à observer, à réfléchir aux détails, etc. Par contre, on va s'intéresser à la forme. Et merci Zozek pour cette intervention de tout à l'heure. C'est que souvent, les enfants notamment, mais même les adultes, vont faire des remarques formelles, non pas sur le fond, sur le sens, mais sur la forme. Parce que le côté visuel est très formel, il s'intéresse à la forme. Voilà, la ponctuation étant très visuelle et formelle. Bref, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette question de l'écriture parce que ça vient évidemment questionner beaucoup de choses au niveau de l'apprentissage de l'écriture, de la technique de copie. Mais ce que je veux surtout illustrer là, c'est que nous avons des habitudes qui viennent aussi d'un aspect réflexe, qui sont innés et qui nous poussent à faire sans comprendre, à agir sans comprendre, à agir sans réfléchir. Et ma question et que je viens d'afficher ici, c'est: est-ce que notre société privilégie un mode opératoire plus qu'un autre? Est-ce que notre société actuelle, du XXIe siècle, privilégierait un mode opératoire plus qu'un autre, qui serait plus intuitif ou plus conscient? Sachant que déjà l'inné, c'est le mode réflexe intuitif, d'accord? Pour ça, je vous montre, avant d'aller plus dans le détail, montre un tableau avec des caractéristiques. Ce n'est pas exhaustif du tout, c'est même orienté plutôt école, j'ai envie de dire, mais des caractéristiques des modes opératoires. Donc évidemment, il y a deux côtés, à gauche, à droite, et il y a un côté, c'est enfin le gauche, c'est soit le conscient, soit l'intuitif, soit et le droite, soit le conscient, soit l'intuitif. Et je vous laisse regarder et vous puissiez vous dire, bah oui, à mon avis, le conscient est plutôt là, l'intuitif plutôt là. Comment ce serait pour vous? Je pense que rapidement, vous allez comprendre. Voilà, je passe pas trop longtemps parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur ce tableau. Simplement, à mon avis, vous avez perçu que à gauche, si vous voulez écrire dans le chat, vous pouvez le faire, mais à gauche, à votre avis, il y a quel type de circuit? On est plutôt sur quel mode opératoire sur la partie gauche? Je vous laisse juste regarder: écriture alphabétique, verbale, temporelle, analytique, lien logique, découverte du sens, hypothèse,
voilà, toutes les caractéristiques qui sont données, qu'est-ce que vous mettriez dedans? Est-ce qu'on est sur le mode opératoire plutôt intuitif, plutôt conscient? Eh bien, on est plutôt ici sur le mode opératoire qui serait conscient à gauche et à droite intuitif. D'accord? Donc, on a ici des caractéristiques de ces deux modes opératoires. On voit bien qu'il y a un mode opératoire circuit conscient qui est beaucoup plus analytique, qui va beaucoup plus dans le détail, qui va dans le vocabulaire, dans la précision, qui est beaucoup plus dans le verbal, dans la temporalité, alors que la partie circuit intuitive est davantage sur la partie visuelle, l'attention à la ressemblance, ressemblance-différence. On est beaucoup plus sur la partie formelle, en fait, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux modes ne mènent pas, ne permettent pas de développer la même chose. Les types de circuits sous-conscients vont développer l'autonomie. Parce que quand on développe la faculté d'avoir un raisonnement logique basé sur des hypothèses qui sont logiquement construites, quand on développe l'accès au réel et qu'on comprend une règle parce qu'on est parti du réel pour en comprendre la règle, quand on a un discours qui est réfléchi, du vocabulaire, etc., on va développer de l'autonomie dans la vie en général. Quand on est sur les circuits intuitifs, on va davantage développer la dépendance. On va d'abord davantage développer le caractère dépendant de l'individu. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, et c'est très important, je l'ai même écrit pour pas oublier de vous le dire, c'est qu'on a besoin de développer les deux modes. C'est-à-dire qu'on a autant besoin, un individu a autant besoin dans sa vie d'autonomie et de dépendance que de dépendance et d'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si je ne suis qu'autonome, et que je ne dépends jamais de rien, alors je risque d'être en marge de la société, en marge au niveau relationnel, et donc il y a un risque de repli, d'isolement, etc., et tous les dérives que ça peut amener. Et inversement, si je n'ai que de la dépendance, bah, forcément, je ne peux pas me développer et développer mon plein potentiel, être au service des autres de manière libre et autonome, etc. Voilà. Donc, ça a quand même un sacré impact. Et donc, je reviens à cette question, mais d'abord, je vous propose de faire une petite pause. Ça fait largement une demi-heure qu'on est ensemble. Je vous propose juste de vous lever. C'est une petite pause active parce que la pédagogie de la parole, elle n'est pas que dans la tête, elle est aussi dans le corps. Et elle prend en compte le fait que nous avons besoin de bouger, que nous avons besoin de libérer les tensions, et notamment quand on est assis devant un écran. Donc, je vous invite à vous étirer, tout simplement. Voilà. Hop. Simplement de vous étirer. Voilà, c'est pas simplement de lever les bras, vous étirer comme ça peut être de laisser tomber un petit peu le haut du corps pour aller détendre les épaules. Voilà, simplement petite pause active qui dure 30 secondes et qui permet de libérer un petit peu les tensions. Et puis si vous avez de l'eau à côté de vous, je vous invite à boire de l'eau. Après, si vous avez une tisane, un café, pourquoi pas, mais l'eau, c'est le meilleur carburant. Voilà, c'était la petite pause active. Allez. Je vous propose d'aller répondre à la question, est-ce nous vivons dans une société, dans notre société postmoderne, qui favoriserait plus un type de circuit qu'un autre, un mode opératoire plus qu'un autre? Je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails de chacun des éléments, mais je vais quand même vous donner quelques pistes. C'est que, j'ai été un tout petit peu trop vite, je voulais vous montrer, c'est que la pédagogie de la parole que j'ai développée s'intéresse du coup aux évolutions culturelles et à l'impact sociétal de ces évolutions culturelles. Voilà, et on va voir comment est-ce on est passé progressivement vers une culture que j'appelle une culture hyper. Donc d'abord le fait qu'on est passé d'une culture du dedans à une culture du dehors à une culture du dedans. Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais vous montrer quelques images. Nous sommes passés de là, je ne sais pas si vous voyez bien, à là. D'accord? Je pense que je n'ai pas besoin de commenter, sauf si vous ne voyez pas, mais. Deuxième type d'image, nous sommes passés de là, peut-être je peux zoomer si vous voulez, années 1920-1930, à là. Nous sommes aussi passés de là à là. Nous sommes passés de là, je suis plus sur le truc, voilà, à là. Alors voilà l'image caractéristique, je vais dire qu'il faut retenir. Aujourd'hui, en 2026, nous courons, nous faisons du vélo à l'intérieur d'une maison entre quatre murs, souvent avec des écouteurs sur les oreilles, devant un écran. Voilà.
C'est pas mal. Et en plus, on paye pour ça, souvent. Si on va dans une salle, on paye. Et on paye très très cher le vélo, là. Bon, vous avez compris. Je vais pas plus loin. Nous sommes passés d'une culture du dehors à une culture du dedans. En l'espace de 100 ans, l'accélération a été énorme. Et nous sommes donc passés nous sommes aujourd'hui dans une culture hyper sédentaire. OK? La culture hypersédentaire, quelques mots-clés, l'hypersécurité, l'hyperconnectivité, c'est Jean-Philippe Lachaud, hein, vous connaissez peut-être, spécialiste de l'attention, qui dit on est tellement hyperconnecté quand on en est hypoconnecté. Et là, c'est très juste ce qu'il dit. Hyper confort aussi, et évitement du risque, du danger, donc l'hypersécurité, ça va avec, et hors réalité. Du coup, on est en dehors du réel, dans le sens où quand je suis entre mes quatre murs à faire du vélo, je suis plus en contact avec la nature, je suis plus en contact avec les autres aussi. Voilà, c'est une activité qui me coupe d'une partie du réel, parce qu'on n'est jamais complètement coupé du réel, sinon on est mort, heureusement. Quel impact cette culture du dedans elle a? Elle a un impact simple, c'est qu'elle va impacter toutes les fondations cognitives de l'individu, et notamment des apprentissages. Tout type d'apprentissage, des apprentissages pas seulement scolaires, mais des apprentissages de toute une vie. Je zoome un petit peu dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous coupe de toutes ces fondations-là. J'ai mis au centre les 6 fonctions cognitives, mais il y a aussi tous les autres aspects des fondations, parce que dans les fonctions cognitives, on a certaines fondations qui ne sont pas très, très évidentes. On pourrait les décliner sur certaines, mais en tout cas, ça permet d'ici de les mettre bien en avant. En tout cas, ça nous coupe de nos fondations. Et si ce sont les fondations, clairement des apprentissages. Et la partie haute de l'iceberg, c'est quoi? Ben, c'est nos compétences. Donc, des difficultés au niveau des compétences, je pense à tous les enfants qu'on accompagne, les jeunes, les adultes qu'on accompagne, etc., eh bien, sont souvent en lien avec des fondations qui sont pas suffisamment développées, qui sont déficientes et qui ont besoin d'être plus développées. Je continue. Quel impact aussi? Ben, évidemment, sur les modes opératoires, c'est que ça va favoriser un mode opératoire plus qu'un autre. Cette sédentarité, cette culture du dedans dans laquelle nous sommes, à votre avis, elle va développer quel mode opératoire? Si on regardait un petit peu le détail, on prenait vraiment le temps, euh, on verrait rapidement que ça renforce le mode intuitif. Ça renforce la dépendance au matériel notamment, par exemple. Le fait aussi qu'on est beaucoup moins du coup ancré dans le réel, que l'on fait les choses beaucoup plus rapidement, on enchaîne les choses plus rapidement, etc. Je poursuis. Deuxième évolution culturelle, qui sera la dernière qu'on va aborder ce soir, c'est le passage d'une pédagogie de la parole à une pédagogie de l'image, à une culture, pas une pédagogie, à une culture de la parole, à une culture de l'image. Pour ça, je vais aussi vous montrer quelques images d'ailleurs, puisque ça parle bien. Première image, nous sommes passés de ça à ça, en termes de lecture pour enfants. Alors, on est d'accord que c'est comment dire, c'est dans le cas où c'est lu par un parent, hein, bien évidemment. Mais passer de ça, voilà, sans rentrer dans le détail, à ça. Et puis on pourrait même aller dans le détail de ce qui est écrit, hein. Je t'aime depuis toujours, moi aussi, c'est vrai. Oui, moi aussi, je m'aime depuis toujours. Donc on pourrait même aller dans le détail, mais c'est pas le but. Et on est passé de ça à ça. Et on est aussi passé pour la partie vraiment visuelle de ça à ça. C'est pas mal. Je trouve que le contraste est pas mal quand on le reprend un tout petit peu comme ça. Le contraste est pas mal. Bref, nous sommes dans une société qui est clairement hyper visuelle. Et quand même, si on fait le lien avec le tout début, les hémisphères, vous vous souvenez des hémisphères? Si on fait le lien avec le tout début, eh bien, on se rend vite compte que, enfin, on peut faire le lien avec le fait que dans l'hémisphère droit, il y a quand même un mode qui est dominant dans l'hémisphère droit, qui est géré davantage par l'hémisphère droit. C'est quoi? C'est le mode visuel, au passage. Les mots-clés de la culture de l'image, hypervisuelle, rapidité, zapping, immédiateté, hyperconnexion, hein, ou hypoconnexion comme dit Jean-Philippe Lachaud, hors réalité, disparition de l'échange et de la réflexion. Quel impact? Ben, ça a un impact sur
une fois de plus, le mode opératoire. Ça favorise un mode opératoire. Quel mode opératoire ici est favorisé par l'hypervisuel? Évidemment, quand on voit rapidité, zapping, immédiateté, d'emblée, on sait tout de suite qu'on est sur un renforcement du mode intuitif. Donc, encore une fois, de la dépendance. Et en fait, cette double culture, la culture hyper sédentaire et la culture hyper visuelle, elle crée une culture que j'appelle une culture de l'hyper-intuitivité, qui nous, au sens non pas de l'intuition, hein, où on n'est pas des gens hyper intuitifs au sens on a beaucoup d'intuition, mais au sens de l'hyper intuitivité, au sens de l'hyper réflexe, de l'hyper impulsivité. Voilà. Sans rentrer dans le détail ce soir, on peut le voir à la fois dans les pratiques scolaires, pardon, hop, on peut le voir à la fois dans les pratiques scolaires, on peut le voir, ça zoome pas comme je voulais, mais c'est pas grave, dans les pratiques culturelles, je vais revenir en arrière, vous verrez mieux, et dans les pratiques éducatives. On retrouve ça dans ce que j'appelle les trois sphères de la société actuelle, l'école, les loisirs et l'éducation. Donc la famille, voilà, les relations aussi, etc. De toutes ces trois, ce que j'appelle les trois sphères principales de la société. Donc cette culture de l'hyper-intuitivité, elle est présente à tous les niveaux de la société et dans toutes les sphères de la société. Très rapidement, ça a quelques conséquences sur le comportement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, c'est Bradshaw, qui est un neurologue de la fin du XXe siècle, qui avait mis en avant le fait que un cerveau, un individu qui aurait un hémisphère gauche qui serait totalement absent, hein, avec le cas de lésions, etc., d'accidents neurologiques, eh bien, il écrit ici, cet hémisphère serait un inhibiteur des conduites, pardon, c'est pas là, voilà. L'homme qui ne peut pas accéder à son hémisphère gauche serait donc primaire, parfois violent. Voilà, parce que l'hémisphère gauche, du fait de sa composition, eh bien, serait un inhibiteur des conduites négatives. Ça permettrait de filtrer les pulsions et les émotions brutes. Donc il y a vraiment une complémentarité parfaite entre les deux hémisphères. Nous avons besoin de nos deux hémisphères, évidemment, et nous les avons, mais simplement, il y a une réalité, c'est que nous sommes dans une société qui sursollicite nos fonctionnalités intuitives, réflexes, qui sont beaucoup associées, pour une bonne majorité d'entre elles, aux fonctionnalités de l'hémisphère droit, enfin aux aires cérébrales de l'hémisphère droit. Évidemment, cette culture hyper intuitive, elle induit un rapport intuitif à l'apprentissage, au monde et à l'autre. C'est-à-dire que ma façon de relationner, ma façon d'apprendre, ma façon d'explorer le monde, elle se fait de manière intuitive. Et donc, si elle se fait de manière intuitive, rappelez-vous, on est bien sur le bas du circuit. Voilà, c'est-à-dire que j'apprends comme je réagis quand il y a un coup de klaxon et que je traverse un passage piéton. Ça veut dire ça. Ça amène plusieurs problématiques. Problème de comportement, problème, la tendance à la dépendance, on a bien compris que c'était ce que ça générait. L'intégration difficile des apprentissages scolaires, évidemment, parce que du coup, si j'apprends à lire, à écrire, j'apprends l'orthographe, la grammaire, comme je réagis quand mon téléphone sonne ou comme je réagis quand ça toque à la porte, il y a peu de chances que ce soit durable, efficace, structurant et épanouissant. Ça a induit aussi une gestion complexe de la temporalité, de la chronologie, de la spatialité, ce qui va être nécessaire pour le respect de routine, pour l'anticipation, pour la lecture, l'écriture, pour la compréhension de schémas, etc. Ça induit aussi une difficulté d'attention, ça c'est clair, au niveau auditif, au niveau visuel également, euh, parce que c'est pas parce que notre mode est hyper visuel qu'on est forcément à l'aise dans le visuel. Voilà, je passe un peu rapidement dessus, mais simplement pour vous dire que la pédagogie de la parole, elle repose très clairement sur cette compréhension des évolutions sociétales et qui, du coup, pourquoi je parle de ça? Mais parce que il s'agit aujourd'hui d'apporter des solutions qui sont adaptées à la réalité actuelle. Il ne s'agit pas d'apporter des solutions qui seraient des solutions lambda ou en tout cas passe-partout, mais plutôt des solutions qui sont adaptées aux besoins actuels. Et plus notre société est intuitive, et donc plus notre société est hyper intuitive, plus elle favorise les circuits intuitifs, qui sont des circuits qui sont un frein à l'apprentissage de tout dans la vie, eh bien, plus il est nécessaire de trouver des solutions pour pouvoir rééquilibrer le développement de tout notre potentiel et permettre à l'individu de s'épanouir dans la vie de tous les jours, à la fois professionnelle, scolaire, personnelle, relationnelle et ainsi de suite. Donc, c'est tout. La question, du coup, on en arrive à la question des solutions, on va dire. La question, c'est comment est-ce qu'à la lumière de ces constats, on peut
faire pour aider les êtres humains à s'épanouir dans les apprentissages, dans les relations et dans la vie. Et pour cela, eh bien, il faut faire tomber une croyance qui est bien ancrée, que l'on entend beaucoup. Je l'entends dans la bouche de beaucoup d'enseignants, de beaucoup de parents, de beaucoup de professionnels. C'est cette phrase, c'est chaque élève a sa façon d'apprendre. Eh bien, très clairement, je vous dis non. Non, d'abord non. En fait, non, ce n'est pas vrai que chaque élève a sa façon d'apprendre. C'est pourtant ce que l'on entend beaucoup. Et si c'était vrai, ça voudrait dire qu'il y aurait aujourd'hui 8 milliards de façons d'apprendre. Véhiculer cette idée que chaque enfant a sa façon d'apprendre, c'est très décourageant pour tout apprenant et tout enseignant. Pour l'apprenant, c'est décourageant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'invariant pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur quoi s'appuyer puisque chacun a sa façon d'apprendre. C'est-à-dire que l'autre, il ne peut pas m'expliquer comment apprendre, puisque lui, il n'apprend pas de la même manière que moi. Donc personne ne peut m'expliquer comment apprendre à ce moment-là. Et puis, pour l'enseignant, ça veut dire qu'il est impossible d'enseigner à un groupe. C'est pas possible. Je ne peux pas enseigner à 10, à 15, à 20, à 25 élèves, puisque chacun a sa façon d'apprendre, et puisque ma façon d'apprendre n'est pas la même que celle de mes élèves. D'aucun de mes élèves. Donc non, chacun n'a pas sa façon d'apprendre, ça c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes quand même différents et quand même uniques, et je ne vais pas dire le contraire, mais nous sommes différents en matière d'accès, de façon d'accéder à la connaissance. On le sait bien qu'il y a par exemple des profils cognitifs, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il existe des profils cognitifs, mais des profils cognitifs, il n'en existe pas 8 milliards, il en existe, allez, 3, 4, 5, selon la façon dont on les définit, certains vont en dire 7, mais on n'a pas plus. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ces différences, elles ne signifient pas que chaque élève a sa façon d'apprendre. Les différences entre les individus ne signifient pas que chaque élève a sa façon d'apprendre. Ce qui, comment dire, avant de considérer les différences, ce qui est essentiel de considérer, c'est qu'il y a des lois universelles qui régissent l'être humain. Avant de parler, de dire que nous sommes différents dans notre façon d'apprendre, ce qui est d'une certaine manière vrai, eh bien, je préfère dire que c'est faux parce que sinon, ça veut dire qu'on met de côté, en fait, ce qui est commun aux êtres humains pour s'intéresser à ce qui est différent. Et surtout, on décourage. On décourage celui qui a la mission d'enseigner et on décourage celui qui a la mission d'apprendre. Donc, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans la pédagogie de la parole, c'est qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui régit l'être humain en matière d'apprentissage. Et une fois de plus, ne limitons pas l'apprentissage à ce qui est un apprentissage scolaire purement intellectuel. L'apprentissage, c'est l'apprentissage de la musique, c'est l'apprentissage dès le plus jeune âge d'apprendre à prendre un verre et boire, tenir son couteau et sa fourchette, c'est d'apprendre à jouer d'un instrument, faire un sport, etc. Donc il y a des lois universelles et hop, je vais trop vite sur le visuel. Tout comme il y a des lois qui sont physiologiques, je pense qu'ici, pendant le temps du webinaire, là, depuis le début, je pense que tout le monde a respiré. A priori, je pense. Donc pourquoi? Parce on a tous besoin de respirer. Si on s'arrête de respirer, à un moment donné, on ne vit pas. Et de la même manière qu'il y a des lois physiologiques, il y a des lois cognitives. C'est-à-dire que nous avons tous un cerveau qui est régi par les mêmes lois universelles, les mêmes lois principales. Et ça c'est quand même beaucoup plus rassurant pour tout le monde. C'est plus rassurant pour l'apprenant. Parce que ça veut dire qu'il existe des repères et des stratégies sur lesquelles l'apprenant va pouvoir s'appuyer. Ça veut dire que ça va l'aider à découvrir parce qu'il connaît les stratégies universelles, alors il va pouvoir, lui, découvrir ce qui est spécifique chez lui. Mais c'est sur la base de ce qui est universel qu'il va pouvoir ensuite percevoir ses particularités. C'est un petit peu comme les êtres humains. On est unique et pourtant, on a tous deux yeux, un nez, une bouche, deux joues, un front, deux bras et ainsi de suite. Je ne vais pas tous le faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour l'enseignant, ben, c'est aussi vachement rassurant de savoir qu'il y a des lois universelles. Parce que même si chaque individu est différent, même si tous mes élèves sont différents, ben, je peux enseigner à un groupe classe parce qu'il y a des grandes lois d'apprentissage. Et si je les respecte et je les transmets, je les utilise, alors mes élèves vont y arriver. L'objectif de ces lois, il est simple. Revenons à ce qu'on a vu juste avant, c'est de développer les circuits conscients qui mènent à l'autonomie et à la créativité. Tout simplement. Développer des circuits conscients qui mènent à l'autonomie et à la créativité. C'est pas la peine de développer les circuits intuitifs, parce que les circuits intuitifs et réflexes sont innés. Et ils sont toujours ceux qui reviennent au galop. Donc,
il faut au contraire développer les circuits conscients pour permettre aux individus eh bien, de pouvoir utiliser tout le potentiel de de leur capacité cognitive, émotionnelle, etc. Si nous ne construisons pas les circuits conscients, l'individu reste soumis à un fonctionnement intuitif et limité. Et la pédagogie de la parole, euh, elle explicite ces lois universelles pour un apprentissage conscient. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle en pédagogie de la parole les 5 secrets d'apprentissage. Ça ne parle pas que de l'apprentissage scolaire une fois de plus, ça parle de l'apprentissage de la vie en général, de toutes les compétences de la vie en général. Et notre différence à ce moment-là, parce que nous sommes bien différents les uns des autres, elle va aussi se manifester, et elle va se manifester particulièrement dans la mise en application de ces lois universelles. Je vous, je vous affiche les 5 secrets de la pédagogie de la parole, les 5 secrets d'un apprentissage conscient. Vous avez le orange qui est le pilier principal et les 4 en vert qui sont les 4 étapes du processus d'apprentissage. Il y a verbalisation, ancrage dans le réel ou évocation, temporalité, analyse formelle, action multisensorielle. Ce que je n'expliquerai pas en détail ici, c'est qu'il y a un ordre. Il y a un ordre dans ces lois-là, dans ces secrets-là, pardon. Il y a un ordre parce que c'est justement cet ordre-là qui est le plus important. Et donc, si je devais les mettre dans l'ordre, ce serait verbalisation comme pilier, mais ensuite ce serait 1, ancrage, 2, analyse, 3, temporalité, 4, action multisensorielle. Et pour reprendre l'exemple tout à l'heure de la phrase, pardon, de la phrase loufoque que je vous ai mise, qu'est-ce que tout le monde a fait, quasiment? Qu'est-ce que 90 ou 95% des individus font quand ils copient une phrase comme ça qu'on leur donne à copier? Eh bien, ils prennent leur stylo, ils écrivent. Première chose qu'ils font, c'est l'action multisensorielle. Ils sont déjà à la fin du processus et ils ont squeezé des étapes et n'est pas suffisamment automatisé cette idée de de passer par un chemin avant d'agir. Et ça pose bien des problèmes pour beaucoup d'individus et ça amène à bien des conséquences pas très agréables. Parce qu'on se prend le mur parfois parce qu'on a été trop vite, parce qu'on n'a pas réfléchi avant de faire. Et c'est ce qu'on dit en tant qu'enseignant pour ceux qui ont été enseignants ou qui sont enseignants, c'est mais réfléchis avant de lever la main, mais réfléchis avant de parler, mais réfléchis avant d'écrire. Et oui, c'est que les circuits innés, réflexes, intuitifs sont tellement présents et tellement sursollicités que, eh bien, il y a cette difficulté à faire passer les individus par la partie analytique et consciente. Et donc la pédagogie de la parole va donner du coup des outils concrets pour pouvoir aider bien comment dire, les apprenants, quel que soit leur âge, dans tous les domaines, hein, à construire les circuits conscients. Ça va concerner le langage oral, ça va concerner le langage écrit, lecture, écriture, grammaire, orthographe, les nombres, le calcul, ça va concerner tout ce qui est de l'ordre du raisonnement, hein, le raisonnement mathématique, l'analyse, la résolution de problèmes aussi, le raisonnement littéraire. Ça va concerner évidemment toutes les fonctions cognitives. Ça va impacter tout ça. Et voilà, c'est pour ça que dans les formations que je propose, il y a la formation sur la lecture, la formation sur l'orthographe et la grammaire, la formation aussi sur toutes les fondations cognitives, comment les reconstruire ou les développer de manière consciente, les perceptions sensorielles par exemple, la motricité, le mouvement en général, les mémoires, les fonctions exécutives, comment construire ça de manière durable. Voilà un petit peu comment dire, ce que propose la pédagogie de la parole. Et la pédagogie de la parole, elle va le faire de manière, du coup, elle va proposer aussi de le faire de manière, euh, premier, euh, première étape du processus, c'est l'ancrage dans le réel. L'ancrage dans le réel, c'est l'évocation. Et c'est quoi? C'est le sens, en fait. L'évocation, c'est le sens. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que ce que j'apprends, c'est ce qui fait que ce que je fais, eh bien, je le relie au réel dans lequel j'évolue, que je connais, et donc alors ça prend sens pour moi. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la plupart des outils que je propose dans mes formations, dans les différentes méthodes que j'ai développées, ça va être des outils qui, en permanence, vont faire le lien avec l'ancrage dans le réel, vont faire le lien avec le sens, avec le réel, vont permettre l'ancrage dans le réel, donc faire le lien avec le réel. Pour vous donner un exemple comment dire, de l'ambivalence entre nous sommes différents et nous ne sommes pas différents. C'est pas ça plutôt, c'est plutôt chacun a sa façon d'apprendre et non, chacun n'a pas sa façon d'apprendre, oui, chacun a sa façon d'apprendre, hein, pour aller un peu plus loin, c'est que non, chacun n'a pas sa façon d'apprendre dans le sens où il y a des lois universelles
hein, c'est ce que propose la pédagogie de la parole, c'est ce qu'elle met en lumière sur la base des connaissances, évidemment en neurosciences, en neurologie, etc. Première chose. Mais nous sommes différents. Nous avons une façon différente d'utiliser, de pratiquer ces lois-là. Par exemple, si je reviens sur l'ancrage dans le réel. L'ancrage dans le réel, c'est l'évocation. C'est l'image mentale, c'est l'évocation mentale, c'est le geste mental. Voilà. Eh bien, tout le monde doit, pour apprendre efficacement, tout le monde doit passer par la compréhension. Et la compréhension, ça passe par l'évocation. Oui, mais tout le monde n'évoque pas de la même manière. Vous voyez l'ambivalence? C'est que nous avons tous besoin d'évoquer. Si je vous dis, tiens, on va faire juste l'expérience. Si je vous dis psyturisme, j'aime beaucoup le psyturisme. Tous ceux qui ne savent pas ce qu'est le psyturisme, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'il n'y a rien dans leur bibliothèque mentale qui leur permet d'avoir une évocation. Donc sans évocation, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. D'accord? Ça, c'est une chose. Maintenant, si je vous dis ce que c'est que le psyturisme, si je vous dis que le psyturisme, c'est le murmure des feuilles dans les arbres, le murmure des feuilles, le murmure du vent dans les arbres. D'accord? Quand il y a du vent, ça fait un bruit, c'est ce qu'on appelle le psyturisme. Ben maintenant, vous avez toutes et toutes ici présentes, vous avez une évocation. Mais, mais elle n'est pas pareille. Vous ne voyez pas de la même manière, vous ne représentez pas mentalement de la même manière ce psyturisme. Donc vous comprenez, mais vous ne le comprenez pas exactement. Vous ne manifestez pas cette compréhension mentalement de la même manière. Donc vous êtes différentes, mais vous avez tous besoin de passer par une étape d'évocation, d'ancrage dans le réel, de faire le lien avec le réel pour comprendre mon message. Voilà un petit peu pour illustrer un petit peu ce pavé dans la mare que j'ai lancé en disant non, nous n'avons pas, chaque enfant, chaque élève, chaque individu n'a pas sa façon d'apprendre. Et je continuerai, cela dit, un peu de lutter contre ça, de militer contre ça, de dire parce que ça décourage énormément et puis parce que ça n'apprend pas, ça ne donne pas les clés de l'apprentissage. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il est 20h37. Je vous ai fait voilà, une présentation j'ai essayé à la fois la moins condensée et en même temps la plus complète de la pédagogie de la parole. J'aimerais quand même honorer comment dire, ma parole par rapport au cahier. Je vous ai fait une slide d'ailleurs sur les prochaines formations, si vous voulez, si ça vous intéresse d'aller plus loin, les différentes formations que je propose dans les prochaines semaines, prochains mois, pour aller explorer justement cette pédagogie de la parole de manière concrète, lecture 5P, multimove, rééducation, senior action. Vous avez presque tout, il manque orthographe, mais orthographe, c'est uniquement en e-learning pour le moment. Voilà. Et je vous ai dit que je vais aller vous faire gagner ce cahier-là, donc le cahier des stratégies d'apprentissage, 30 fiches. Voilà, vous avez ceux qui ne connaissent pas, vous avez à chaque fois des techniques très concrètes. Vous avez trois box, hein. Vous avez la box sur les ressources pour apprendre, vous avez la box sur les stratégies générales, c'est quoi comprendre, c'est quoi être attentif, c'est quoi mémoriser, tout ça. Puis vous avez aussi une box qui est la plus grosse avec 17 fiches techniques sur les tâches scolaires. Comment je fais pour apprendre un poème, comment je fais pour apprendre je sais pas, une définition, l'orthographe des mots, etc. Donc vous avez tout ça illustré de manière très concrète. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin voilà, de précision? Alors voilà, alors, évidemment, une question peut ouvrir plein de portes, mais avec plaisir, si je peux répondre, préciser quelque chose. Est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose? Parce que la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que dans vos pratiques professionnelles, dans vos activités, est-ce que vous renforcez les circuits intuitifs ou est-ce que vous renforcez les circuits conscients? C'est toute la question, pour moi, la plus importante. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que quand on a l'impression parfois de ne pas avancer, quand on a l'impression on n'a pas les outils pour accompagner quelqu'un, eh bien pour moi, la clé, elle se trouve là. C'est dans quelle mesure, eh bien, il me manque des outils, il me manque les clés pour activer les circuits conscients. Là, moi, je vous ai présenté brièvement tout à l'heure ces 5 secrets d'apprentissage qui sont en fait la base, parce qu'en fait, toutes mes formations vont être basées là-dessus. Euh, je vais décliner ces 5 secrets d'apprentissage pour toutes les thématiques, que ce soit pour la lecture, l'apprentissage de lecture, la remédiation en lecture, la remédiation de l'écriture, l'apprentissage de l'écriture, l'orthographe, la grammaire, mais même pour le mouvement. Voilà, même si je veux apprendre un instrument, si je veux apprendre un art manuel, etc., eh bien, dans quelle mesure ces secrets d'apprentissage sont déclinables dans toutes les situations finalement? Et évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même davantage ce qui va concerner la partie scolaire,
pour les enfants, les jeunes, ou pour des plus grands qui auraient des difficultés aussi. Voilà. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'évidemment, ces secrets d'apprentissage, enfin ces lois universelles, non, pas, non, il y a pas de, sont pour tous les profils. Qu'il y ait une neuroatypie ou pas de neuroatypie, peu importe le profil, on va agir en fait beaucoup sur la fondation et on va agir sur les circuits neuronaux. Et donc, grâce à la plasticité cérébrale, hein, je suis pas revenu dessus, mais je pense que vous connaissez, et donc on va pouvoir agir sur la création de nouveaux chemins neuronaux en activant les circuits conscients pour que ce soit un apprentissage durable. Voilà, ben avec plaisir, en tout cas, voilà, même pour aller plus loin sur un atelier un peu plus concret, voilà, il y a des outils qu'on peut faire expérimenter en e-learning pour faire comprendre aussi un petit peu ces secrets d'apprentissage, etc. Voilà. Voilà, la porte est ouverte en tout cas, et puis vous avez plein d'infos sur mon site. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement sur mon site si vous avez des questions par mail, contact@pédagogie.fr. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Au plaisir de vous rencontrer, de partager avec vous il n'y a pas que mes outils, hein, mais d'autres outils aussi, et voilà, et d'aller plus loin là-dedans.